Bonjour Florian, Bonjour. bienvenue dans cette deuxième interview. Donc on te retrouve dans cette deuxième interview, la première interview. Si tu ne l'as pas vue, pour rappeler, on a expliqué les bases en fait de toutes les différences de tous les termes, Florian, qui sont. Les termes hypersensible, multipotentiel, hyperempathe, surefficient et éducation émotionnelle. Voilà, donc cette première interview, c'était vraiment une base. Donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite à d'abord partir sur la base parce que avant, je dirais, de parler d'un sujet, de parler, je dirais, oui, d'un sujet, il faut connaître les bases de ce sujet globalement pour qu'on soit d'accord. Et là, maintenant, dans cette deuxième interview, ce qu'on va découvrir, c'est un petit peu, je dirais, cette différence de tout cela à travers la vie de Florian. C'est-à-dire comment toi, tu l'as découvert dans ta vie. Et mon objectif à travers cette interview discussion, puisqu'il y a aussi, je dirais, on analyse par rapport à tout cela, c'est de te montrer qu'il y a un cheminement, que c'est pas arrivé en claquant des doigts, mais qu'il y a attention, comme on en discutait justement en off avec Florian, c'est en fait dans les coulisses, c'est que les réponses arrivent en général assez tard, mais les questionnements arrivent assez tôt. Et il y a, je dirais, des points clés justement sur lesquels j'aimerais revenir avec toi, Florian, aujourd'hui, où justement on a compris qu'on était différents, et jusqu'à la fin, on a compris que cette différence, on pouvait la transformer en quelque chose de magnifique, et on terminera là-dessus justement pour comprendre la personne que tu es devenue aujourd'hui. Très bien. Je te laisse attaquer sur les questions que tu veux me poser. Alors déjà dans un premier temps, juste pour retrouver un petit peu au niveau des personnes qui ne te connaissent pas, je vais t'inviter au lieu de revenir là-dessus parce que Florian a beaucoup de choses effectivement à transmettre aussi en tant que multipotentiel. Donc je t'invite plutôt directement au lieu de se répéter, de revenir sur la première interview au démarrage. Là tu vas voir effectivement Florian comment il se définit. Maintenant, moi, j'ai envie de rentrer plus pas sur, je dirais, ce que tu fais aujourd'hui justement par rapport à cette définition, mais plutôt de qui tu es. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, Florian, de ton passage, on va dire, de l'enfance, plutôt dans le cercle familial, on va dire entre ta naissance jusqu'à tes 10 ans à peu près. Est-ce que tu peux nous raconter un moment où tu t'es senti en décalage par rapport à ton environnement familial au niveau de l'éducation? Très bien. Eh bien, j'ai grandi dans une, comment dire, parce que je fais attention, sûrement ma mère qui va regarder, quoi. Je peux pas dire n'importe quoi. Non, plus sérieusement, j'ai grandi dans une famille où il y avait pour revenir sur le terme que j'ai employé précédemment, il y avait un manque d'éducation émotionnelle. Ce qui ne veut pas dire un manque d'amour, hein, ce qui veut dire un manque de connaissance sur comment fonctionnent les émotions et comment les transmettre et comment les communiquer, comment exprimer ses besoins de façon saine et à la fois fonctionnelle avec l'ensemble des membres d'une communauté telle qu'une famille. Parce que je dis que ça va au-delà de la famille, ça s'étend aussi ensuite avec tes amis et toutes tes relations. Donc du coup, il y avait une forme d'ignorance sur comment fonctionne une communication saine et comment fonctionne un échange d'émotions sains et comment exprimer de façon saine ses besoins et ses désirs. Et ça m'a laissé dans mon enfance dans l'idée que si mes parents ne savaient pas forcément comment le faire, qu'il y avait probablement pas de solution. Quand tu es enfant, tu questionnes pas. Si tes parents ne savent pas le faire, tu assumes que personne doit arriver à le faire. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la tête d'un enfant. Donc, c'était très difficile d'exprimer pour moi, par exemple, mon besoin d'être comment dire reconnu dans la famille autrement que par mes notes à l'école, qui était par exemple ma mère étant prof quelque chose de très important pour elle, ce qu'on peut parfaitement comprendre, et à tel point que durant l'enfance, mais je ne pouvais pas l'analyser à l'époque, ça c'est que plus tard que je peux en faire le constat que j'en fais là, mais à l'époque je me sentais pas bien, je savais pas pourquoi. Voilà. Mais avec le recul, c'est juste que j'avais l'impression que l'amour de mes parents était conditionné à mes résultats.
Ce qui en soi n'est pas forcément différent dans beaucoup de familles. On a tous, enfants, plus ou moins, eu la sensation que on se demandait si nos parents ils nous aimaient, si on avait les résultats à l'école. Ils étaient à cheval dessus. Chez moi, ça a été quelque chose qui a été difficile durant l'enfance. Alors, j'ai manqué de rien matériellement, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai toujours eu l'impression que voilà, ma vie était conditionnée à ce que je pouvais obtenir. Et en même temps, de l'autre côté, parce que je peux pas dissocier que la famille de l'école, étant donné que c'est le même sujet qui est lié, c'est que du côté de l'école, j'ai toujours eu, y compris dès l'enfance, ce sentiment que les choses n'étaient pas du tout conçues pour quelqu'un comme moi. Et j'avais l'impression d'être un poisson sur un concours pour grimper aux arbres. Ou l'inverse, être un singe à un concours de natation avec des poissons. Mais je pense qu'effectivement, je suis plus le singe dans un concours de natation avec des poissons. Ça veut dire que je peux m'en sortir. Un singe il va pas forcément se noyer, mais il pourrait nager. Mais qu'en même temps, tu dis, il y a un truc qui est bizarre. J'utilise pas du tout mes capacités. J'utilise pas du tout ce sur quoi je suis compétent. Et il faut préciser aussi que je suis passionné de programmation et de développement logiciel. Je programme depuis l'âge de 4 ans. La plupart des gens normaux, ils savent même pas lire à l'âge de 4 ans. Donc moi, j'arrive à l'école, si tu veux. Je suis déjà passionné par ça. Et j'arrive à l'école et on m'apprend des choses que j'ai déjà soit bricolé tout seul dans mon coin, soit que je sens en total décalage avec mes plans futurs. Parce que, contrairement à beaucoup de gens, dès l'âge de 8-9 ans, j'avais déjà une idée très précise de quel métier je voulais faire. Pour moi, je voulais devenir ingénieur informaticien et j'avais 7 ans, 8 ans, je savais exactement ce que je voulais faire, pourquoi je voulais le faire. J'étais honnêtement très en avance à cet âge-là et dès l'âge dans l'enfance, je ne le savais pas, mais à cet âge-là, j'avais déjà le niveau en fait de gens que plus tard je formais à l'université parce que j'ai été brièvement prof à l'université en informatique et quand j'étais gamin, je faisais les trucs que j'enseignais moi à des gens en bac plus 3 ou 4 en université en informatique. Et ça, il y a personne qui s'en rendait compte et moi-même, je n'en avais foutre aucune idée. Donc du coup, je suis en décalage total quand j'arrive à l'école. J'ai déjà quasiment un niveau post-bac et on m'apprend à lire et écrire. Et donc, du coup, il se passe quelque chose de complètement contre-intuitif, c'est que j'ai des résultats catastrophiques à l'école. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ultra chiant où c'est totalement à la fois chiant et complètement déconnecté de mon plan de carrière. Qu'il y a rarement des gamins de 8 ans quand j'ai un plan de carrière et qui savent déjà exactement ce qu'ils veulent faire. Donc, j'arrive là-dedans et ça me fait chier, mais au plus haut point. Et la plus grande frustration de ma vie, c'est que j'ai l'impression que l'amour maternel est lié au résultat, à cet exercice qui est extrêmement ennuyeux et complètement déconnecté de ce que j'ai envie de faire dans la vie. Donc, il y a forcément une difficulté majeure, c'est d'arriver à être épanoui. Et donc, je suis un petit garçon qui se comprend pas et qui ne comprend pas pourquoi on l'a mis là, dans cet univers-là, alors qu'il a juste rien à foutre là. J'aurais jamais dû être mis dans une école normale. C'est la pire. Et ça, c'est pas du tout, je jette pas la faute sur mes parents. Ils ne pouvaient pas savoir, ils ne pouvaient pas comprendre, ils n'avaient pas l'expérience avec des personnes comme ça, ils n'en avaient pas la moindre idée. Et pour, on va dire, vu d'un œil extérieur, je ressemble juste à un petit garçon qui veut pas faire d'efforts. Et c'est ça si je peux, dans mon enfance, ce que je qualifierais ce que moi j'appellerais le drame de mon enfance, mais évidemment c'est ridicule par rapport à d'autres qui ont vécu des choses beaucoup plus horribles dans leur vie. Mais ce qui m'a beaucoup affecté et qui a eu des conséquences sur le reste de ma vie, c'est de commencer la vie en mode on me fait jouer à un jeu sur lequel j'ai aucune force et à la place de ça, les trucs dans lesquels je suis excellent, on les ignore complètement. Parce qu'à la maison, tu vois, je programme et c'est genre il programme, il fait des trucs, ça a l'air marrant, mais c'est pas ça, c'est pas la vraie vie, ça, c'est juste des jeux, quoi, c'est pour s'amuser. Et dans ma famille, j'ai l'impression que ils m'ont jamais brimé par rapport à ça. Bien sûr, ils m'ont toujours encouragé à faire tous ces trucs de programmation, mais
C'était l'activité en dehors de l'école. Ils n'avaient pas compris que c'était l'école. Je devrais pas y être aujourd'hui. Je devrais être dans une école spécialisée. C'est complètement contre-productif et ça rend des gamins dépressifs parce que ça leur donne les gamins surdoués, ça leur donne l'impression qu'ils sont à côté de la plaque et qu'ils sont pas du tout adaptés au système. Du coup, qu'est-ce que ça fait? La conséquence majeure, c'est que ça détruit leur confiance en eux. Ils ont l'impression qu'ils sont pas du tout prêts pour affronter le monde. Et donc, du coup, comme ils n'ont pas confiance en eux, c'est difficile pour eux d'aller vers les autres et de s'intégrer. Ils se sentent déconnectés et moins ils communiquent et moins ils échangent avec les autres, moins ils développent leur intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la compréhension d'autrui et leur capacité à échanger et construire des choses avec les autres. Du coup, ils sont encore plus isolés et encore plus handicapés quand ils se construisent. Et c'est pas un hasard d'ailleurs qu'il y ait beaucoup d'informaticiens qui aient ce profil un petit peu introverti, parce que plus jeunes, ils sont complètement incompris et on les met dans des endroits où ils devraient pas y être. Du coup, ils ont l'impression d'être jugés et d'être des merdes. Et ensuite, plus tard, ils se réfugient dans le seul truc dans lequel ils sont à peu près à l'aise et ils finissent employés parce qu'ils n'ont pas le choix. Il leur manque toutes les autres compétences interpersonnelles pour développer leur activité en indépendant, par exemple. Donc ça, c'est un peu le monde enfance, mais je sais pas si tu avais une question spécifique par rapport à ça. Non, je voulais justement rebondir dessus en mode bien sûr. Ce qui est super intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on peut s'apercevoir que c'est vraiment caractéristique des personnes effectivement surdouées, surefficientes, globalement. Attention, là, je pense que par rapport à ces termes-là, du décalage effectivement au niveau de l'école, mais surtout tu l'as si bien dit, c'est-à-dire que le conditionnement de l'amour et d'ailleurs de l'acceptation également au groupe, qui est conditionné, je dirais, au facteur de qu'est-ce qui est la réussite dans ce groupe, dans cette société. Et du coup, la difficulté globale qu'on peut avoir, c'est que on n'est pas aimé ou, je dirais, accepté pour qui on est. En fait, on doit jouer le rôle on doit remplir la case là en face de nous pour que les personnes, elles, dans leur perception, nous disent OK, on te donne l'approbation de notre amour ou de notre acceptation par rapport au groupe. Et du coup, comme tu l'as si bien dit, les personnes, enfin, je dirais toi qui regardes cette vidéo, ça se trouve aujourd'hui, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que tu vas perdre ta confiance en toi parce que tu vas te sentir rejeté, que ce soit au niveau de l'amour, mais également aussi du groupe, parce que aussi tu dois apprendre à gérer, à évoluer parmi ce groupe. Alors si tu es rejeté parmi ce groupe, c'est très difficile, mais du coup il y a un manque de confiance. Peut-être que il y a des personnes, je dirais, qui peut-être toi encore, t'as pas encore confiance en toi et t'as, je dirais, un âge avancé aussi, je dirais, et du coup aujourd'hui tu te dis mais mince, quoi, on me comprend pas. Et ça vient effectivement, comme tu l'as dit, de ce décalage très tôt, très jeune, par rapport à ces, je dirais, indicateurs dans la société que tu dois remplir pour qu'on te valide, que ce soit cet amour ou cette appartenance. Absolument. Et du coup, je reviens sur ce point-là, comme tu as dit, l'une des choses qui sont magnifiques, et si moi personnellement, c'est là où j'ai dit, bon ok, là je peux plus m'échapper, je dois identifier que c'est bien ça. Les écoles, comme tu dis, et celles-ci donc spécialisées, Montessori. Et moi, ce qui s'est passé dans ces écoles Montessori, je suis allé regarder sur YouTube et je t'invite, toi qui regardes effectivement cette vidéo, si aujourd'hui tu as besoin de prendre confiance en toi et de t'identifier, moi je suis allé regarder des vidéos sur les écoles Montessori, j'ai vu des enfants et alors là, j'ai vu surtout ce qu'ils ont vécu quand ils étaient dans les dans les écoles dans les écoles normales, quand ils étaient dans les écoles normales, j'ai vu ce qu'ils ont vécu et là j'ai dit c'est exactement ce que j'ai vécu. Et là, j'ai eu la larme à l'œil tellement que c'était dur de me dire personne, je dis bien personne, même mes parents à l'époque, comme tu l'as si bien dit, eh bien, ne te comprennent pas et ils pensent que tu es un fauteur de, fauteur de trouble, metteur de, parce que c'est comme si tu faisais pas d'effort, alors que tu fais tout l'effort du monde et comme tu dis, en mettant des cubes dans des ronds. Mais les cubes dans des ronds, voilà. Et le drame dans tout ça, c'est qu'en plus, pour la grande majorité de nos parents, et probablement les tiens comme les miens, ils le font avec les meilleures intentions. Ils sont sincèrement persuadés que l'école est importante, qu'il faut donc y réussir, et ils en viennent d'une éducation, c'est de leur propre éducation dont cela vient, et c'est pas du tout un manque d'amour, parce que ils sont, et j'en n'en doute pas une seule seconde, qu'ils nous aiment sincèrement et du plus profond de leur être, mais que par méconnaissance de notre propre condition, ils ne sont pas en mesure de nous proposer
en tout cas une éducation qui correspondrait. Et c'est aussi et ça on n'en parle pas, c'est pas le sujet, on n'est pas sur les parents, mais c'est aussi un drame en tant que parent de vouloir le meilleur pour son enfant et de pas être en mesure d'arriver à lui trouver quelque chose qui fonctionne pour lui. Parce que j'irais, pour rester dans l'exemple de ma mère, elle m'avait même à un moment donné proposé de rencontrer un pédopsychiatre, un psychologue spécialisé pour les enfants. Et j'avais eu une paire de séances où j'étais jeune, j'avais dû avoir 7 ou 8 ans, je sais pas exactement, et j'ai pas trop conscience de ce qui s'est passé. Le mec m'a fait dessiner, m'a posé des questions sur mes dessins. Je pense que ça doit être une méthode qu'utilisent les pédopsychiatres justement pour établir le contact avec les enfants. Et d'après ma mère, j'ai pas les détails, mais d'après ma mère, le pédopsychiatre aurait entre guillemets mis la faute sur la mère. J'ai pas les détails, mais a priori il aurait expliqué à ma mère que c'est elle qui faisait rien comme il faut et que c'était pas correct, qu'il fallait faire différemment. Mais je sais pas exactement ce dont ils se sont dit. Je pense que à cette époque, je suis pas sûr que le pédopsychiatre lui-même soit bien formé sur qu'est-ce que la surdouance et quels sont le genre d'établissement dans lequel il faudrait les mettre. Donc, je suis même pas sûr que le pédopsychiatre, le professionnel lui-même, ait donné des conseils pertinents. Et en tout cas, il y a quelque chose qui a été extrêmement contre-productif, c'est qu'en remettant la faute entièrement sur ma mère, il n'a juste fait que mettre de l'huile sur le feu, au lieu d'être un conseiller, de dire voilà, votre fils il est comme ça, vous devriez faire ça avec lui. Parce que quand tu dis, quand tu engages une conversation et que tu dis, au lieu de dire voilà les solutions, de dire c'est ta faute, t'as quelque chose fait de mal, c'est sûr que c'est pas très efficace. Donc je pense que justement, d'avoir cette approche, le psychologue a une approche qui n'a pas été très constructive visiblement, et en tout cas qui a découragé ma mère de continuer dans cette direction-là. Et je pense que que c'est triste pour autant pour elle que pour moi de ne pas avoir pu prendre conscience qu'il y avait probablement des chemins alternatifs pour avoir une vie plus épanouie lorsque nous étions plus jeunes, elle et moi, ma mère et moi, voilà. Et donc, mais bon, aujourd'hui, on a analysé la situation et on a mieux compris ce qui a pu se passer par le passé. Ma mère, entre-temps, a aussi s'est beaucoup documentée elle a beaucoup appris sur elle-même et sur l'éducation émotionnelle justement. Et donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle a forcément des compétences qui sont plus avancées que les outils psychologiques dont elle disposait à l'époque. Et évidemment, si c'est tout était à refaire, on referait différemment. Mais j'ai envie de dire, on a fait comme on a pu. Et donc ça a forgé les individus que nous sommes aujourd'hui, avec effectivement des choses que nous avons dû combler peut-être plus tardivement dans notre vie pour arriver à avoir des vies qui soient plus équilibrées et qui soient moins déplaisantes. On a compensé les faiblesses que nous avions dans l'enfance plus tard par rapport à peut-être la population normale, on va dire. Un des points quand même qui est vraiment délicat, et ce que je ressens dans ton histoire, la mienne et les personnes effectivement que j'ai rencontrées par rapport à cette différence justement par rapport à nos parents, c'est qu'en fait on doit à la fois s'identifier comme différent, ce qui n'est déjà pas simple puisqu'on a juste envie de s'éclater avec les copains, mais au final on se rend compte que non, on s'éclate pas avec les copains. Un truc tout bête, moi c'était les copains, on faisait des Legos, ils allaient jouer avec les Legos. Je dis non, mais moi je jouais, j'en veux pas, je continue à construire. Et ils allaient jouer tout seuls et au final on se sent tout seul. Donc la difficulté, c'est qu'on doit s'identifier notre différence et l'accepter et l'assumer, mais on doit en plus également identifier que notre environnement ne nous identifie pas dans cette différence. Du coup, en fait, c'est comme si on avait un double rôle, c'est-à-dire nous prendre en main nous et nous prendre en main en plus les personnes qui sont censées nous donner la structure. Et du coup, c'est aussi quelque chose, je sais pas si toi qui regardes effectivement cette interview, ça t'est déjà arrivé, mais que il y a aussi une difficulté que nos propres parents, du coup, se sentent même, je dirais, un peu mal à l'aise du fait que on va devoir reprendre des structures qui sont censées nous transmettre. Du coup, il y a une incompréhension de qui a le rôle de transmettre des informations. Et on se sent mal à l'aise, nous, en tant qu'enfants aussi, de donner des informations parce qu'on se dit, mais c'est pas notre rôle. Et du coup, le fait que nos parents aussi, peut-être par ego, il y a des moments où c'est pas évident et qui peut aussi surgir. Donc, il y a vraiment un manque de communication et par rapport à ça, et c'est très difficile. Qu'est-ce que tu penses de ça, Florian ? Oui, qu'il y a un manque de communication, c'est certain, et d'autant plus quand la plupart de nous dans notre enfance et de nos parents, parce qu'il y a aussi
il y a aussi un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais c'est que c'est générationnel aussi. Cet intérêt aujourd'hui pour la psychologie, où j'ai envie de dire maintenant beaucoup de gens, beaucoup plus de gens s'y intéressent qu'il y a 30 ans ou 20 ans en arrière. Et donc, je jetterai pas la pierre à nos parents par rapport à ça. Effectivement, ils n'étaient pas éduqués et c'était pas de leur temps de penser à ces choses-là. Et aujourd'hui, maintenant, ça devient un sujet d'actualité. Donc, c'est pour le meilleur des mondes, pour l'ensemble, à la fois parents et enfants. Mais ouais, il y avait de l'incompréhension et des difficultés de communication et on a grandi avec ça. Alors bon, après, j'ai envie de dire, ceux qui ont grandi dans les années 40, ils avaient d'autres problèmes. Ils ont eu une guerre mondiale. Donc, nous, on a eu ces problèmes-là. Dans l'histoire de l'humanité, on n'est pas les générations les plus à plaindre, évidemment, mais c'est pas parce qu'on n'est pas les plus à plaindre que nos problèmes n'existent pas pour autant. Ils sont bien réels et aujourd'hui, on a de nouvelles solutions pour résoudre ces problèmes-là. Et c'est comme ça qu'on construit un avenir qui est toujours meilleur pour les générations futures. On peut parler de ce point et après je vais revenir plutôt sur le côté, on va évoluer aussi dans ton histoire, mais je voudrais avant d'évoluer sur son histoire, c'est que tu as parlé d'un point, c'est la difficulté effectivement au niveau des générations parce que par exemple, j'en ai discuté justement avec le professionnel qui m'avait fait le test à l'époque, que dernièrement, par exemple, au niveau des surdoués, il y a des tests qui ont été faits comme quoi il y a 3 parties du cerveau qui fonctionnent en même temps, pendant qu'un normaux pensant, je dirais, a une partie qui fonctionne à ce moment-là. Et l'idée, c'est qu'en fait, on a pu identifier la différence, je dirais, au niveau de notre organisme. Alors qu'avant, c'était un peu, pas des fadaises, mais que de la théorie, quoi. Il n'y avait pas de preuves entre guillemets concrètes de cette différence, d'où le fait que c'était aussi très difficile. Et d'ailleurs, comme on discutait avec cette professionnelle qui me disait qu'avant, en fait, les personnes qu'on ne comprenait pas, on les mettait dans les hôpitaux psychiatriques. Exactement. Donc, au niveau des générations, il y a vraiment une évolution et une avancée au niveau scientifique qui nous permet également, je dirais, de sortir, d'émerger de l'iceberg et qui est quand même phénoménal et qui est super importante pour nous et qui nous permet de nous protéger aussi, surtout de nous dire on a notre place aussi. Parce qu'avant, c'était surtout beaucoup de théories dans la tête. Qu'est-ce que tu penses de ça, Franck ? Je pense que c'est, comment dire, d'une certaine façon, toutes les minorités ont leur challenge pour être comprises par le reste, par la majorité, par définition, que ce soit pour des minorités religieuses, des minorités d'orientation sexuelle ou des minorités aussi de fonctionnement de cerveau, si je puis dire. Et que de la même façon que pour l'homosexualité, on commence à creuser et on commence à voir des connexions. Maintenant, on sait que ça vient de la naissance de l'embryon. À un tel moment donné, il y a tel développement qui amène à supposer que c'est quelque chose qui biologique. C'est pas, on ne devient pas homosexuel juste parce qu'on a été influencé par telle ou telle chose qu'on a lue, mais que ça serait quelque chose de biologique. De la même façon, on a ces mêmes recherches sur la psychologie et sur le fonctionnement du cerveau grâce aux outils modernes tels que l'IRM et ce genre de machines qui permettent de mesurer des fois en temps réel ce qui peut se passer dans le cerveau lorsque la personne est soumise à une situation ou un comportement ou des émotions particulières. Et on peut voir que des zones du cerveau vont être activées différemment selon la nature des individus et selon s'ils sont dans une catégorie ou dans une autre. Alors, merci, on va clôturer ce sujet à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner également comment ça s'est passé justement plus tard à l'université? Enfin, comment tu as vécu, je dirais, cette différence à ce moment-là? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as identifié ou alors justement on en parlait dans les coulisses, mais j'aimerais que tu le dises justement un petit peu. Donc à ce moment-là, je pense que tu l'avais pas encore identifié et que c'est arrivé après. Est-ce que tu veux me parler de la période d'après, c'est-à-dire un petit peu l'université, ce moment-là où tu commençais, je dirais, à plus être dans le cercle, je dirais, familial où tu étais protégé par le cercle familial, mais d'aller dans l'environnement avec la société, gérer un petit peu ce côté, toutes les personnes où tu prenais ta place parmi ce monde finalement. Ah ben je la prenais pas la place. Je la prenais pas parce que moi c'est que bien plus tard que j'ai compris tout ça. Je suis sorti de l'enfance, donc on va dire, je sais pas si on peut dire sortir de l'enfance, pour rentrer dans l'adolescence, on va dire 13 ans par exemple. Donc on arrive, c'est les années collège, et là le décalage, le fossé ne fait que grandir. Parce que moi dans ma tête je suis resté avec l'éducation
émotionnel d'un enfant de 4 ans qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire apprendre à échanger et communiquer de façon constructive avec les autres. Du coup, je grandis toute l'adolescence avec ce handicap de ne pas être capable de connecter avec autrui. Donc, je ne vis pas les expériences que j'aurais dû vivre à cet âge-là, et donc le fossé devient de plus en plus grand au fil des années. J'arrive à l'université, c'est comment dire, c'est probablement la phase où le décalage était le plus grand, totalement déconnecté des réalités, totalement des réalités sociales, comment arriver à se faire des amis, par exemple. Comment arriver. Alors j'ai toujours eu 1 ou 2 amis tout le long, mais des amis, je dirais, intimes, proches. Mais j'ai jamais été la personne avec 20 ou 30 amis à avoir un quart. J'ai jamais eu autant d'amis depuis que je comprends comment fonctionne le cerveau. Mais donc ces années-là, c'est des années sombres, pas sombres dans le sens où j'étais en dépression, mais c'est des années tristes. Voilà, je pense que c'est le mot le plus pertinent en termes de force pour définir l'état émotionnel dans lequel j'étais durant toutes ces années d'adolescence et de jeune adulte. Et puis j'ai commencé à me reconnecter au système à l'âge de, je dirais, on va dire 19 ans, quand j'ai commencé à travailler à McDonald's. Et ça peut surprendre les gens parce que c'est pas du tout là où un surdoué pourrait pleinement s'épanouir. Mais j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui était, c'était une directrice d'établissement, qui était extrêmement, à la fois, comment je pourrais définir ça? Juste. Je pense que très pro, très carré, et très juste, très honnête, pas du tout dans le genre de, comment dire, de comportement de petit patron, tu vois, quelqu'un de très correct, très juste, très organisé, très discipliné. Et ça a été un vrai plaisir de travailler dans ce McDonald's-là parce que pour la première fois de ma vie, j'ai découvert que je pouvais être apprécié pour quelque chose dans lequel je pouvais être compétent. Alors tu vas me dire, McDonald's, c'est pas bien ambitieux, mais pour la première fois de ma vie, j'étais enfin dans une structure dans laquelle je comprenais les règles, parce que c'est une usine McDonald's. Et donc justement, les gens qui aiment bien connecter la logique, qui travaillent avec des gens hyper organisés, c'est un vrai plaisir. Enfin, des gens qui connectent une structure de pensée où c'est hyper efficient, hyper optimisé à la seconde près. La cuisson d'un steak, c'est 183 secondes, pas 180 secondes, ni 184 secondes. Et tout ça, il y a une raison derrière. Et quand tu te prends au jeu à comprendre tout ça et à le faire de la façon comme un virtuose du violon, par exemple, tu peux prendre ton kiff à McDo, voilà, et être extrêmement apprécié par des supérieurs quand tu as la chance d'avoir, comme moi, quelqu'un qui était extrêmement carré et honnête. Et donc, ça m'a redonné confiance et je me suis dit, je peux trouver, j'ai enfin trouvé, entre guillemets, une structure qui peut m'apprécier pour les efforts que je peux fournir. Alors que l'école, ça a toujours été tout l'inverse. L'école, j'ai compris extrêmement tardivement que ce n'était pas un test de connaissance, que c'était un test d'obéissance. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ils survolent et ils découvrent que trop tardivement ou jamais dans leur vie. C'est que pour avoir d'excellentes notes à l'école, il faut certes apprendre, mais ça ne suffit pas. Il faut reproduire l'information sous l'angle précis qui est attendu par les gens qui t'évaluent. Et surtout pas reproduire l'information de la façon la plus efficace possible. Comment dire ? Il ne s'agit pas de mesurer si tu sais faire, il s'agit de mesurer si tu sais obéir à une façon particulière de faire les choses, pas d'obtenir le résultat donné. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est hyper efficient et qui est capable de connecter très très vite beaucoup de choses, l'école est le pire milieu d'évaluation car tu seras jugé sur la façon de faire la chose que connaît le professeur. Typiquement, pour donner un exemple précis, parce que ça peut paraître très théorique dit comme ça, c'est l'exemple type de tu es un chimpanzé et on va t'apprendre à nager et il faut que tu nages comme le poisson. On s'en fout que tu nages à ta façon, ça tu auras 0 si tu nages à ta façon. Le but n'est pas juste de nager, le but est de nager comme le poisson. Si tu nages comme le poisson, tu auras la meilleure note. Et si tu ne nages pas comme le poisson, tu auras la pire note.
Et je le sais d'autant plus que j'ai pris ma revanche sur la vie jusqu'à devenir prof d'université. Donc là, j'ai pu transcender mes échecs et les pousser et prendre la revanche de dire voilà, maintenant je l'enseigne. Et donc maintenant je suis prof et maintenant c'est moi qui évalue les autres. Et maintenant je suis dans la salle des profs à juger les autres élèves. Et c'est comme ça que j'ai pleinement compris comment fonctionnait le système. Et quand bon après ça m'a servi à l'école parce que justement quand j'ai eu toutes les vraies règles du jeu. J'ai fait une prépa avant l'école d'ingénieur et la prépa, j'imagine pas si non, t'es pas passé par le parcours des prépas. Et bon, en gros, c'est les périodes les plus difficiles de ta vie, les plus sélectives et les plus éprouvantes. Tu fais des semaines de 100 heures et normalement, la plupart des gens sont épuisés et sont dégoûtés par la prépa et seuls les meilleurs survivent. Ça c'est la théorie française. En gros, c'est comme à l'armée, on les envoie au casse-pipe et les plus forts et les plus endurcis survivront. Bon, c'est une façon de sélectionner les gens. Je suis pas certain que ce soit la façon la plus intelligente. Pour moi, ce serait au même niveau que si vous voulez choisir un président, on lui faisait boire le plus possible et celui qui tient le mieux, ça fera le bon président. C'est du même niveau, mais bon, passons sur les modalités. Par contre, quand j'ai vraiment compris comment fonctionnait le système, là, j'ai pu devenir major académique, à la fois en prépa, en BTS et ensuite accéder aux écoles d'ingénieurs parmi les meilleures en France. Mais tant que j'avais pas les clés du système, tant que je croyais qu'il s'agissait de résoudre l'exercice, j'avais pas les meilleures notes. C'est quand j'ai compris qu'il fallait juste répondre de la façon dont espérait le professeur que c'est là que tu pouvais obtenir les meilleures notes. Ben là, j'ai obtenu les meilleures notes. Et en particulier, et en plus, j'ai envie de dire, c'est presque plus facile de lui dire ce qu'il veut entendre que de lui dire la bonne réponse à sa question. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai voulu, dans mon passé, expliquer quelle serait la meilleure façon de faire, ça s'est toujours retourné contre moi. Et à chaque fois que j'ai dit ce qu'il voulait entendre, sans même chercher à comprendre, j'ai toujours eu les meilleures notes. Mais ça, tu vois, je l'ai compris beaucoup trop tardivement dans ma vie. Et il n'y a jamais personne qui a eu à la fois l'intelligence et le courage de me le dire durant tout cet enseignement. C'est quelque chose où la plupart des gens, les profs, les parents, ils vont te dire, va à l'école, fais comme ça parce que c'est la bonne façon de faire. Et non, c'est pas la bonne façon de faire. Non, vous êtes juste des gens qui comprenez pas ce que vous faites. Vous reproduisez ça comme des singes de génération en génération, alors que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Et juste, voilà, tu vois, c'est un peu le cri du cœur. Je dis ce que je pense par rapport au système éducatif qu'on peut voir dans la plupart des pays du monde, en particulier en France, un système que je connais bien. Alors que ce système-là n'est plus du tout optimal par rapport à notre génération. C'était valable dans les années 50. Aujourd'hui, à une génération qui est exposée à au moins 7 à 10 changements de métier au cours de sa propre génération, c'est une hérésie de vouloir les former par rapport à une seule direction. Bon, après, mon discours, il va devenir politique, donc je vais éviter de continuer à cette dimension-là. Juste pour dire que gros problème pour arriver à m'aligner et à comprendre, et c'est seulement quand j'ai compris que c'était un jeu pour lequel j'avais pas les bonnes cartes, j'avais pas les bonnes règles du jeu, et c'est seulement à partir du moment où j'ai eu les bonnes règles du jeu que là j'ai pu gagner la partie, quoi. Mais ouais, les années scolaires ont été très difficiles jusqu'à ce que j'arrive, on va dire, à l'âge de je sais pas moi, 25 ans, un truc comme ça, où là j'ai commencé à sérieusement plonger. D'abord c'était sur la branche marketing pour arriver à vendre mes propres produits dans mon entreprise, parce que qui dit difficulté justement à interagir avec les autres, dit difficulté à vendre. Et donc, dans une entreprise, si tu veux survivre, et surtout que j'avais pas l'intention de devenir salarié, il fallait que je survive, donc il fallait que j'apprenne la vente, donc il fallait que je me forme. Et pour apprendre la vente, qu'est-ce que tu apprends? La psychologie, numéro 1. Et donc, c'est comme ça que tu rentres dedans. Voilà, que je suis arrivé là-dedans. Pardon. Je vais juste te couper à ce point parce que côté marketing super intéressant quand tu arrives sur ce côté vraiment dans la vie active et plus le côté gérer toute cette scolarité. C'est quelque chose qui caractérise aussi beaucoup justement les surdoués, le fait que on a envie, comme tu dis, de trouver finalement la solution la plus adéquate pour aider finalement tout le monde. Et effectivement, comme tu dis, le professeur qui est là pour répéter l'information qu'on lui a dit, c'est celle-là qu'il faut. Et c'est assez marrant ce que tu dis. Moi, je dirais plusieurs fois, mais l'une des choses qui est pas évidente et facile, je dirais il faut aussi comprendre l'autre côté. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que qui sont ces professeurs? Ces professeurs sont aussi des personnes mais humaines qui ont un groupe de personnes en face d'elles et que ça fait des fois depuis des années, je dirais, qu'ils répètent la même chose et qu'ils ont aussi, il faut le dire, une zone de confort par rapport à tout cela et qui savent faire et que là un jour tu as un petit jeune qui leur dit mais pourquoi vous faites ça? Il n'y a pas une solution peut-être plus sympathique de faire de ce côté-là? Et là, à ce moment-là, bah forcément, il y a la zone, attends, tu me remets en question devant tout le monde, il y a un groupe en face.
Donc en fait, il y a la question de se poser aussi la question pour la personne, le professeur, est-ce que j'ai envie d'aller chercher la meilleure solution par rapport à cet enfant qui va chercher au-delà? Ou est-ce que j'ai aussi envie de garder mon autorité face au groupe? Et ça, c'est une des choses qui est très délicate quand on se met à la place du professeur. Moi, je peux juste dire une toute petite anecdote de ce côté-là qui reflète. C'est qu'un jour, j'avais mon professeur, c'était un professeur de compta, et j'avais commencé justement les études commerciales, donc après le bac scientifique. Et là, à ce moment-là, elle s'était plantée sur une équation. Et j'ai voulu lui dire, mais comme je lui avais dit auparavant, bon, d'autres choses qui ne lui plaisaient pas forcément parce que je les remettais en question, ce jour-là, il m'a dit, Vincent, tu me diras à la fin. Je veux pas savoir, tu me diras à la fin. Dans ma tête, je me suis dit, ok, vous choisissez. Sauf que votre équation, elle est fausse au départ. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous allez perdre votre temps et à la fin, vous allez vous planter. Donc, je vous le dirai à la fin, mais vous allez perdre votre crédibilité. Mais c'était son choix. Et malheureusement, je dirais, moi, je voulais juste l'aider pour pas qu'elle fasse la boulette devant tout le monde en tant que professeur. Elle m'a dit, non, tu te tais. Je dirais, suivi les règles. Sauf qu'à la fin, elle m'a dit, bon Vincent, maintenant tu peux me dire. Bah oui madame, mais voilà, vous avez marqué, je sais pas moi, n égale x, mais en fait, vous avez oublié un élément dedans. Donc si vous faites ça et vous remplacez, bah, vous t'enlevez pas dessus. J'étais un petit peu, par contre, j'avais un peu cette arrogance par rapport au fait qu'elle m'avait attaqué en me disant, mais moi dans mon idée, j'ai voulu être bienveillant, l'aider, et elle m'a repoussé dans le coin. En plus, ça m'a mis à la fin de la classe, enfin au fond de la classe, parce que du coup, je m'ennuyais et que je trouvais qu'il n'y avait pas d'intérêt. Et là, je suis reparti moi, mais en plus à l'époque, bon, on démarrait juste avec le téléphone portable en train de jouer. Et là, tous les autres copains qui ont commencé à dire, mais oui, madame, si on remplace ça par ça, ça marche pas. On a fait 5 fois des mathématiques dans l'année, elle s'est plantée 2 fois, quoi. Moi, j'étais désolé pour elle. J'étais désolé. Mais le pire, c'est qu'elle venait de perdre tout son temps. Et la difficulté dans cette situation, c'est que il faut penser que la personne humaine en face de nous, elle a d'un côté, je dirais, sa zone de confort où elle veut garder aussi le fait qu'elle duplique comme ça, mais elle a aussi le côté autorité qu'elle perd devant tout le monde. Et nous, en fait, on se sent mal à l'aise de lui faire perdre aussi son autorité. Du coup, c'est très délicat aussi de dire, de transmettre des informations, comme je disais tout à l'heure, que ce soit aux parents, mais que ce soit aux professeurs, qui est une autre solution. Parce que du coup, c'est très difficile par rapport à la société et l'ensemble. C'est très délicat, c'est vraiment des situations très sensibles où les personnes, en tant qu'humaines, en tant qu'émotion, c'est pas évident, je dirais, de gérer ces situations. Qu'est-ce que tu penses, toi, Florian, par rapport à ce type de situation? Je pense que ces situations-là, elles ne devraient pas exister déjà à la base parce qu'on met les mauvaises personnes au mauvais endroit. Qu'est-ce que tu foutais là? Et ça, tu vois, on me l'a déjà dit à l'école. On mettait major de pro, mais qu'est-ce que tu fous dans cette section? Ou inversement, quand tu es trop mauvais, qu'est-ce que tu fous dans cette... C'est juste, on n'est pas au bon endroit et comme on est par nature, on pense différemment, on n'est jamais au bon endroit. On est obligé de le créer, l'endroit, pour nous. et donc, du coup, on ne devrait pas être là. Et le problème, c'est que on n'a pas des professeurs dans la plupart des études en France. On a des formateurs. Et la nuance est importante parce que un professeur, c'est celui qui a le savoir. Un formateur, c'est celui qui enseigne une façon particulière de faire les choses. Par exemple, un formateur en vente, il va te dire, voilà le script, quand le client entre dans la boutique, tu dois dire ça, tu dois le faire de cette façon-là, tu vas l'enseigner, tu vas montrer tu vas transmettre un savoir-faire. Ce qui est très utile, en particulier quand tu as la masse en face de toi, quand justement tu as 80% d'une masse qui a un coefficient intellectuel normal, c'est particulièrement adapté de leur dire, étape 1, étape 2, étape 3, tu fais ta recette, ton gâteau, c'est comme ça. Je te demande pas de comprendre, je te demande juste d'appliquer la recette. Particulièrement adapté. Mais va dire ça à un surdoué, c'est complètement contre-productif. Le surdoué, il va te dire, attends, ta recette, l'étape 2, elle est bidon, la 3, elle est obsolète. Et pourquoi on vend ce truc-là qui est déjà obsolète, déjà, en premier? Et le truc est fondamentalement, tes gamins, dans ma situation, tes gamins, tu sais déjà où tu vas aller, tu sais que tu veux devenir ingénieur informaticien, et on t'enseigne la musique. Et on t'enseigne l'histoire-géographie. Alors, attention, j'adore ces sujets-là. Je suis passionné de classique et d'histoire-géographie et de ces domaines-là. Mais pourquoi on m'emmerde à l'école avec ces sujets-là alors que c'est pas du tout prioritaire vers là où je veux aller dans ma vie? Et le problème, c'est que le surdoué, il a pas tous, hein, mais certains, ils savent très tôt ce qu'ils veulent faire et où ils veulent aller. Et ils se retrouvent à se taper des informations complètement à côté de la plaque et déconnectées de leurs objectifs. Et sans surprise, les gamins, ils en ont plein le cul et ça les saoule de travailler sur ces sujets-là. Ils déconnectent. Et comme ils déconnectent, ils deviennent mauvais. Et comme ils deviennent mauvais, ils sont obligés de quitter le système. Donc c'est une fabrique. On les envoie dans le mur.
en leur faisant étudier des choses pour lesquelles ils n'ont aucune appétence pour. Il n'y a pas de secret pour avoir une appétence pour. Faudrait-il déjà commencer par l'objectif final. Aujourd'hui en France, tu peux t'arrêter devant n'importe quel lycée ou n'importe quelle fac, tu demandes à n'importe quel élève, 80% vont te répondre à la question « Pourquoi tu fais ces études-là » Parce que c'était ce qu'il y avait de moins pire à faire, ou parce que j'ai pas le choix. Il n'y a aucune vocation, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun objectif, il n'y a aucun plan. Mais tu m'étonnes qu'ils s'échouent lamentablement. Ils n'ont aucune motivation à réussir à faire quoi que ce soit. On leur dit allez là, la réalité, pourquoi on les met à l'école, les gens en France? C'est tout simplement pour pas qu'ils soient sur un chiffre du chômage. Et c'est la seule raison. Les années 60, on s'emmerdait pas avec ça. Du coup, ils finissaient l'école à 16 ans la plupart. Il y en avait quelques-uns évidemment qui allaient à l'université et qui devenaient ingénieurs. Déjà, mais c'était quoi? Les ingénieurs, c'est 2% de la population dans les années 60. Aujourd'hui, des gens qui ont le bac, on veut faire 80% des gens qui ont le bac. Donc forcément, on n'y met que des gens qui savent pas où ils veulent aller derrière. Donc forcément, le niveau, il fait que dégringoler. Et surtout, le niveau de motivation, il est proche des pâquerettes. C'est une prison en liberté conditionnelle, si tu veux, le système éducatif aujourd'hui. Attention, c'est pas une critique envers les professeurs. Ma mère est prof et j'ai été prof moi-même aussi. Il y a les gens qui sont dedans se battent pour arriver à faire évoluer le mammouth, comme ils l'appellent eux-mêmes. Mais le mammouth en question, il a jamais été pensé pour des cas particuliers. Il a été pensé pour une masse. On ne fait pas partie de la masse. Alors déjà que pour la masse, il n'est pas efficace. Alors pour les cas particuliers, c'est totalement contre-productif. Et la meilleure chose à faire, c'est de s'auto-former. Tu dois avoir déjà tes propres objectifs dans la vie. Hein. Si tu nous écoutes, et qui que tu sois, surdoué ou pas surdoué, vraiment, le conseil numéro 1, c'est fais des objectifs dans ta vie, parce que si tu n'as pas d'objectif, tu ne deviendras rien du tout. Si tu n'as pas de plan, tu n'iras nulle part. Si tu n'as pas de destination, tu n'iras nulle part. Commence par vers où tu veux aller, et ensuite construis ta propre formation basée sur des livres, sur des vidéos, sur des savoirs, attention, pas n'importe quelle vidéo, évidemment, sur des endroits avec des gens réputés, des gens crédibles, parce qu'aujourd'hui, la génération complotiste, ils vont sauter sur tout et n'importe quoi, et ça va pas forcément être très productif. Mais construis ton propre parcours et sois acteur de ta propre vie. Ne deviens pas spectateur de ta propre vie. C'est la pire des choses qui puisse t'arriver. Et sois conscient que tous les gens qui essayent de t'expliquer ce que tu devrais faire de ta vie ne sont eux-mêmes pas qualifiés pour s'occuper de ce genre de choses. Ils n'ont pas les connaissances sur qu'est-ce que toi tu devrais faire et qu'est-ce que toi tu pourrais faire et qu'est-ce que toi dans quoi tu serais fort. Donc, c'est à toi de faire le chemin dans cette jungle-là et de t'auto-former et de décider de ce que tu vas devenir et de mettre en pratique tes propres apprentissages. Et même si tu veux choisir la voie salariale, ce qui est très bien aussi, rien ne t'empêche de commencer par un truc, d'avoir un job alimentaire, et pendant que tu as ce job alimentaire, tu t'auto-formes sur un sujet qui vraiment te passionne, et ensuite, aujourd'hui, de plus en plus, tu peux passer des certifications, des diplômes en ligne, et si tu es français et que tu vis en France, tu peux souvent bénéficier au droit de la formation. Tu peux même des fois demander à quitter un job avec l'ANPE, demander à accéder à une formation. Donc je dis pas que c'est simple, mais si tu es réellement motivé pour faire quelque chose, tu peux changer de carrière. De plus en plus de passerelles sont mises en place à ce niveau-là et donc te réorienter dans une direction. Et si tu es entrepreneur, c'est encore plus direct. Et tu apprends, tu pratiques et tu vas directement voir tes clients. Mais j'aurais rêvé d'avoir quelqu'un qui puisse me dire avec autant de franchise comment fonctionne le monde aujourd'hui. Alors que 80% de si tu écoutes les gens à l'école, ils sont pas en phase, ils sont déconnectés, ils comprennent rien à ce que je suis en train de dire là. Je voudrais dire deux choses par rapport à ça, et c'est bien parce qu'on en arrive à ce sujet-là, mais avant d'arriver au sujet et justement de créer sa propre place par rapport à toi qui regarde effectivement cette interview, peut-être que justement tu n'as pas encore trouvé ta propre place, ou peut-être que tu l'as trouvée mais qu'elle n'est pas encore assez ajustée, peut-être pas avec les bonnes personnes encore autour de toi et que tu te sens un petit peu seul. Juste avant ça, je reviens juste sur un point d'avant, ce que tu as dit au niveau de l'histoire géo effectivement de la musique, ce qui serait super judicieux juste pour moi, mon ressenti, mon conseil, c'est que c'est pas une obligation, mais une proposition. Et que tu y vas quand tu le souhaites, si tu le souhaites, parce que tu en as envie d'aller souffler. Donc, proposer, mais pas imposer. Et à partir de là, on pourra apprendre 100 fois plus. Et c'est un petit peu ce qu'expliquent les écoles Montessori, de laisser à disposition et que l'enfant va là où il ressent, puisqu'il apprend avec le cœur, comme dit Idriss Aberkan, une pépite pour l'humanité. Exactement, c'est apprendre avec intérêt et non pas par obligation. C'est fondamental pour le processus d'apprentissage, y compris au niveau biologique. Si tu ressens pas le besoin ou l'envie d'acquérir ce savoir, tu l'apprendras de façon très médiocre dans le meilleur des cas et de façon très douloureuse dans la plupart des cas.
Pour ceux qui sont obligés de devoir le faire, ils n'en laissent pas le choix. Et tu vas l'oublier très rapidement aussi derrière. En plus, parce que si tu n'en as pas l'usage, ton cerveau, il va naturellement garder que ce qui est réellement utile. Il va pas trimballer dans sa boîte à outils des choses qui n'ont aucune utilité dans son utilité dans la vie de tous les jours. On va, je dirais qu'il y a à peu près 2 sujets sur lesquels j'aimerais terminer. Tu as commencé l'avant-dernier sujet, c'est un petit peu justement comment arriver dans la vie active à justement créer sa propre place. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que quand tu as dit justement il faut se créer sa place, moi aujourd'hui je considère que j'ai créé mon propre métier, j'ai même créé mon secteur dans lequel effectivement je suis développé, qui n'est pas forcément le secteur que j'attendais à la base. Donc effectivement c'est aussi une des choses que tu m'as dit un jour que j'ai beaucoup apprécié, c'est le tout c'est pas d'aimer ce qu'on fait, mais apprendre à aimer ce que à la base on n'aimait pas. Je sais plus comment tu l'as dit, tu pourrais le redire peut-être? On apprend à aimer en fait tout simplement. On n'aime pas forcément quelque chose, mais en fait c'est le cercle. Bon, je vais faire une petite digression sur ce sujet-là. On commence par un sujet qui nous intéresse, donc on apprend sans effort, donc on pratique avec plaisir, et donc on acquiert de l'expérience, et donc on devient meilleur, et plus on devient meilleur, plus on aime. L'amour qu'on a pour un sujet est la conséquence des compétences qu'on a dans ce sujet-là, et non l'inverse. Tu vois, ça c'est un truc un peu contre-intuitif, je vais répéter. C'est on commence à aimer quelque chose lorsqu'on devient bon dans cette chose-là. Il faut juste un minimum de curiosité au départ pour amorcer le cercle vertueux, mais c'est vraiment quand on devient bon dans quelque chose qu'on devient passionné. On ne se décrète pas passionné de quelque chose. On devient passionné de quelque chose par l'expérience, et l'expérience se crée avec la pratique, qui elle-même se crée avec la curiosité. Cercle vertueux de la compétence. C'est une des choses que tu as dit que j'ai beaucoup apprécié, et justement que les personnes ne prennent pas assez de patience d'aller chercher par curiosité tous ces domaines et qui leur permettrait justement de découvrir leur place là où elles se sentent bien. Donc ça c'est une chose que j'ai vécue. J'aimerais justement que tu expliques toi comment tu as créé justement ta place dans ton monde et dans ce monde. Eh bien, de façon très simple, je dirais que ça commence avec de la curiosité pour un sujet que je développe. Et derrière, la question fondamentale, c'est par exemple, dans mon cas particulier, quand tu te lances en indépendant dans un domaine donné, forcément, quand tu démarres, tu n'as aucune expérience. Donc, c'est difficile d'établir la crédibilité pour arriver à séduire un client, de te faire confiance, de te donner une mission, par exemple. Ou un employeur, hein, ça s'applique parfaitement aussi en tant que salarié. Pour contourner ce problème, il y a d'abord une phase de curiosité qui t'amène à t'auto-former sur Internet, par exemple, lire beaucoup des livres. Les livres sont toujours des mines d'informations très peu coûteuses, riches en enseignements. Et ensuite, pratiquer, j'ai envie de dire, gratuitement. C'est-à-dire que si tu apprends à, je sais pas moi, faire quelque chose, eh bien, tu vas t'entraîner, tu vas proposer aux gens. Je suis passionné par ça. Je ne suis pas professionnel de ça. J'ai vu que, si effectivement ils ont le problème, je pourrais vous aider là-dessus. Et ça me ferait plaisir de vous aider. Je ne cherche pas de rémunération. Est-ce qu'on pourrait trouver une façon de s'entendre sur ce sujet-là? Et c'est comme ça que tu vas acquérir de l'expérience et avoir de la crédibilité. Et ensuite, tu vas aller voir d'autres gens et tu vas leur dire, voilà, je l'ai fait pour 14 personnes avant. Ça a marché pour elles. Maintenant, je propose mes services de façon payante. Est-ce que vous seriez intéressé? Et c'est comme ça. Puis après, tu as plus de clients, puis tu développes ta clientèle. Et c'est pareil dans un job. Tu fais la même chose. En mode, tu proposes... D'abord, tu te formes, tu le fais gratuitement pour des entreprises ou qui pourraient avoir le problème. Si c'est pas possible selon les domaines, par exemple, tu veux devenir, je sais pas moi, avocat et tu peux pas faire de l'avocat gratuitement, par exemple, tu peux commencer par faire partie d'une association, par exemple, qui va aider des personnes en difficulté, et donc tu vas faire gratuitement un don de ton temps avec tes petites compétences. Et ensuite, tu vas éventuellement t'inscrire à une stage ou à une formation en ligne, par exemple, parce qu'il y a et depuis le Covid d'autant plus, beaucoup de formations officielles accréditées en ligne, potentiellement payées par le droit individuel à la formation, qui va encore plus professionnaliser ton savoir et surtout à la fin va te permettre de décrocher un stage. Parce que généralement, un stage en France, il te faut à la fois une formation et une entreprise. Tu peux pas juste aller voir une entreprise et dire je t'offre mes services gratuitement, sinon c'est du travail au noir. Et tu décroches ton stage si tu veux choisir la branche employée. Et à terme, sur la base de ton stage et de ta passion pour l'univers, tu peux décrocher ton premier job et ainsi de suite, monter avec tes propres en auto-formation à chaque étape. Et si tu es entrepreneur, c'est encore plus direct. Tu le fais gratuitement et ensuite tu le fais de façon payante pour certains, les mêmes genres de clients. Et c'est comme ça que j'ai tous mes jobs, je les ai fait comme ça en fait.
J'ai fait du code, j'ai développé gratuitement avant de le faire payer. J'ai fait du coaching gratuitement avant de le faire payer. J'ai fait du marketing gratuitement avant de le faire payer. Et j'ai fait du consulting pour des grosses boîtes gratuitement avant de le faire payer. Et c'est comme ça qu'à chaque étape, j'ai grandi en expérience. Et je peux faire tout ce que je veux sur Terre. Tous les domaines qui m'intéressent, je commence par me former, aider des gens qui ont un problème gratuitement, et ensuite leur faire payer quand j'ai suffisamment d'expérience. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu as la liberté totale, et quand tu as ce mindset-là et que tu l'as pratiqué, ben, virtuellement, tu as le monde à toi et tu peux créer tous les métiers que tu veux sur mesure. Une des choses aussi, j'en parlais aujourd'hui de ce que tu viens de dire à l'instant à une personne, et une chose que je disais qui était super intéressante dans cette démarche-là, c'est qu'en plus, tu n'as pas une obligation de résultat, tu as une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'en fait, tu viens apporter ton soutien, mais tu fais du mieux que tu peux. Ça ne veut pas dire que ça va forcément fonctionner. Et le fait que tu aies une obligation de moyens n'est pas une obligation de résultat, ça va désamorcer le stress que tu peux avoir, et tu vas donner le meilleur de toi-même sans te sentir stressé. Du coup, tu vas obtenir les meilleurs résultats parce que tu diminues le stress et les meilleurs résultats. Et du coup, après, tu vas te sentir super à l'aise sur le sujet par la répétition. Et après, c'est cool, quoi. Tu connais le sujet par cœur et en plus, tu es plus stressé parce que tu as eu les résultats. Et donc, tu es, je dirais, tu es validé par tes résultats après. Mais tu as diminué le stress. Le stress est un des points, je dirais, qui bloque beaucoup de personnes à l'entrée parce qu'ils se disent je stresse parce que j'aurai pas les résultats. Mais en faisant justement ce côté gratuit, et c'est là où il faut avoir, je pense, la patience d'oser donner son temps. Alors ça, je sais pas si tu seras d'accord, mais j'ai une personne un jour, c'est un ami de ma mère qui m'a dit dans la vie, on a soit du temps, ben non, je suis sûr que tu seras pas d'accord parce que maintenant il y a des solutions pour, on a soit du temps, soit de l'argent, mais c'était le côté archaïque, on se dirait un petit peu avant. Soit du temps, soit de l'argent. Si on a du temps, on n'a pas d'argent. Si on a du temps, on n'a plus d'argent. Et si on a de l'argent, on n'a plus de temps. Enfin, il y en a trois. Je te le refais si tu veux. Vas-y. Quand on est jeune, on a de l'énergie, du temps, mais pas d'argent. Quand on est travailleur actif, on a de l'argent et de l'énergie, mais on n'a pas de temps. Et quand on est retraité, on a du temps et de l'argent, mais on n'a plus d'énergie. C'est les trois phases de la vie. Et généralement, c'est un arbitrage entre les trois. Après, la vraie question du temps, c'est une fausse question. Oui. Les gens qui me disent j'ai envie de travailler qu'1 heure par jour, par exemple. Généralement, ça part d'une hypothèse qui est fausse au départ, c'est de dire que probablement le travail est chiant. En réalité, c'est pas que tu veux travailler qu'1 heure par jour, c'est que tu assumes que le travail est chiant, donc tu n'en veux qu'1 heure par jour. Alors que si tu trouvais un travail qui te faisait plaisir, tu en voudrais plus. Tu voudrais pas en travailler moins, tu voudrais travailler davantage. Voilà, toute l'importance d'avoir sa stratégie et son plan dans la vie vers où tu vas aller. Tellement. Alors du coup, aujourd'hui, tu as pris effectivement, tu as créé effectivement tes métiers, je dirais, avec ta propre expérience, comme tu l'as dit. Maintenant, pour les personnes qui nous regardent, pour toi qui nous regardes, j'aimerais poser la question à Florian, c'est comment tu as découvert justement tes capacités, comment tu les as identifiées. Enfin, déjà, à quel âge tu les as identifiées, puisqu'on a parlé un peu dans les coulisses et justement, c'est pas si, je dirais, lointain que ça. Comment tu les as identifiées? Comment justement pour la personne qui nous regarde aujourd'hui, comment tu pourrais donner un conseil pour se découvrir, identifier justement sa différence? Comment toi, ton parcours? Non, avant de donner le conseil, plutôt juste toi. Comment ça s'est passé dans ta vie, je dirais, pour découvrir et identifier cette différence? Globalement, la plupart des gens, moi inclus, le processus de découverte de ces choses-là, il est en 3 phases. La première phase, c'est je me mange un mur violent dans la vie, quelque chose, une épreuve, un traumatisme, quelque chose qui est extrêmement désagréable et qui nous amène à penser que bon ok, là c'est plus possible, je ne peux plus continuer dans cette direction-là, ça ne fonctionne pas, il faut que je change. L'étape numéro 2, c'est de se dire, comme je veux changer, maintenant je vais faire les sacrifices qu'il faut pour acquérir les compétences, les savoirs et les informations dont j'ai besoin pour arriver à une situation qui me correspond mieux. C'est durant cette phase d'apprentissage que tu vas, par exemple, c'est toute l'éducation émotionnelle, ça va être l'apprentissage d'un métier ou d'un savoir-faire, que tu vas découvrir tous les termes, par exemple, qu'on a évoqués précédemment, et que tu vas découvrir quels sont comment fonctionnent les différents métiers, qu'est-ce qu'il faut savoir faire et qu'est-ce qui est important, et que tu vas découvrir tes affinités et tes forces
parce que tu vas te comparer et tu vas voir l'ensemble de la population, ils ont du mal à faire ça, alors que pour moi c'est facile. Et c'est là que tu vas découvrir tes forces. Un truc important à comprendre, c'est qu'on ne peut découvrir ses forces que par comparaison avec l'extérieur. Tu ne peux pas découvrir tes forces avec de la pure introspection. Tu ne peux découvrir tes forces qu'avec une partie d'introspection, mais surtout beaucoup de comparaison avec tes pairs, que ce soit des gens surdoués ou que ce soit aussi des gens normaux. C'est la seule façon d'arriver à découvrir dans quoi tu es meilleur. Parce que tes forces, au final, c'est rien d'autre que les choses dans lesquelles tu es meilleur par rapport au reste de la population. Et c'est essentiellement sur ça que tu devrais capitaliser, parce que dans un monde qui est relativement compétitif, mais pas que, tu as quand même besoin de faire la différence pour apporter une valeur ajoutée et donc de l'argent. Concrètement, si tu veux être payé pour faire de la maçonnerie, il faut que tu sois meilleur en maçonnerie que le reste de la population. Sinon, pourquoi on te paierait? Et ça passe par la spécialisation. Et pour se spécialiser, il faut savoir dans quoi on est bon. Et pour savoir dans quoi on est bon, il faut se comparer aux autres. Et si tu vois que tu as plus de facilité que les autres pour assembler des murs, tu peux envisager de devenir maçon. Attention, cependant, c'est pas parce que tu es bon dans un truc que tu devrais y dédier ta vie. Par exemple, moi, je suis très bon pour faire le ménage. C'est pas forcément la spécialité la plus judicieuse pour moi dans ma vie. Donc, évidemment, il faut choisir quelque chose dans lequel on est bon, mais qu'on a aussi envie de faire. Voilà. C'est bien tout ce que tu viens de dire. Je te remercie beaucoup, mais c'était pas l'objet de la question que je voulais. Ah, pardon. Alors, je vais la reformuler. D'accord. C'est toi, Florian. Quand est-ce que tu as découvert que tu avais justement, quand est-ce que tu as identifié le fait que tu sois, ma vie, oui. Je dirais, par exemple, surefficient, surdoué. Quand est-ce que tu l'as identifié et raconte-nous l'histoire de ce moment-là. Oui, d'accord. Donc oui, parce que j'ai commencé par ça, j'ai oublié de finir avec ma vie, parce que ça c'est le parcours général qui s'applique à tout le monde, moi le premier. Et dans ma vie, ça a été, c'est à l'époque du marketing. Et comme je l'avais vaguement dit précédemment, j'ai monté mon entreprise. Au début, j'ai eu du mal à trouver des clients, donc j'ai eu besoin de me former en vente. C'est là que en vente, la vente, ça amène à la psychologie et la persuasion, l'influence et la persuasion, pardon. Et j'ai dû me former en psychologie. Et en formant en psychologie, c'est là que j'ai découvert qui j'étais et quelles étaient mes particularités. Et ça s'est passé, on va dire, il y a peut-être 6 ou 7 ans de ça, je crois, quelque chose comme ça. Par besoin, à la base, c'était un besoin business, parce que j'étais différent, donc je voulais être indépendant, donc j'avais besoin d'une boîte, donc il fallait que je fasse de l'argent. Et donc, pour faire de l'argent, il me fallait du marketing et de la vente. Et donc, pour faire du marketing et de la vente, j'avais besoin de psychologie. Et donc, je me suis plongé dans la psychologie. Et donc, c'est là que j'ai découvert que j'étais comme ça. Voilà. Alors, ok. Et comment tu as réagi quand tu as compris cette différence, quand tu as mis un mot sur cette différence? Comment tu as ressenti cette différence? Est-ce que tu t'es dit super, youpi, j'ai compris la différence, ou oh là là, tout ce temps, j'ai perdu tout ce temps parce que j'ai pas compris cette différence avant? Ça a été quoi ta première réaction? Il y a un peu des deux. Je dirais d'abord du soulagement, de me dire qu'enfin, j'étais pas juste un extraterrestre, mais que j'étais juste dans une case à part. Il y avait ça déjà. Ça m'a surtout permis de... Alors, ces éléments-là, ils sont importants de savoir si on est hypersensible, multipotentiel, bref, la liste complète. C'est important de savoir si on est ou pas chacun des éléments. Mais c'est pas forcément ce que je qualifierais d'événements majeurs dans ma vie, parce que pour moi, c'était pas des choses ni bloquantes, ni le fait de le savoir, ça n'a pas ouvert de si grandes portes que ça. Ce qui m'a beaucoup plus aidé, c'était de comprendre les traumas de l'enfance et de comprendre pourquoi j'étais pas bien quand j'étais plus jeune, pourquoi tout ce que je t'ai expliqué en début de cette vidéo-là, de comprendre ça, de comprendre pourquoi, de faire la part des choses par rapport à mes parents, de comprendre quels étaient leurs rôles et de comprendre aussi qu'ils n'étaient pas pour autant, c'est pas parce que ils étaient à l'origine du problème, si je puis dire, qu'ils étaient responsables du problème. Il y a aussi un héritage, c'est une période, comme on l'a vu, on va pas revenir sur le sujet, mais de comprendre tout ça, de comprendre d'où je viens et pourquoi je suis comme ça et comment je fonctionne. La partie répondre aux problèmes de l'enfance, ça m'a beaucoup plus apaisé et m'a beaucoup plus permis de me développer de façon plus sereine dans le futur. Et ça, c'est durant mes études en lien avec le marketing et la psychologie que je les ai compris, et même si c'était pas l'objet initial de mes recherches. Alors, là, je vais dire quelque chose. J'ose le dire. Tu me diras si oui ou non. Je dirais tu l'entends et tu l'acceptes que je le dise. Mais je me pose la question. Est-ce que c'était pas
une façon aussi où je le dis parce que personnellement c'est ce que j'ai vécu. Hein. Quand je l'ai compris, en fait, déjà je me suis pardonné d'être différent. C'était plus quelque chose, je dirais, qui était pesant, mais plutôt quelque chose où je me sentis léger d'un coup en me disant ben, j'ai ma différence, mais je peux m'éclater avec ma différence, et c'est plus quelque chose qui me bloque, mais c'est quelque chose qui me permet de m'envoler. Donc de me pardonner entre guillemets cette différence, de ne plus le prendre sous le coup de la pression, mais plutôt d'un atout. Ouais. Et la deuxième chose, c'est également par rapport à mes parents, de pardonner à mes parents que j'ai compris l'ensemble de ce qui s'était passé et qui n'avaient pas non plus les clés justement à ce moment-là. Et quand j'ai compris ces choses-là, du coup, j'ai également pardonné à mes parents de ne pas avoir pu me donner effectivement, comme toi, cet environnement qui aurait été Ah ben oui, complètement. Alors oui, ça, le pardon pour pardonner mes parents parce que j'ai compris pourquoi ils ont fait ça à ce moment-là et qu'ils pouvaient pas faire autrement, ça complètement. Par contre, me pardonner moi, j'ai jamais ressenti de culpabilité pour qui j'étais ou comment je comprenais pas les autres et j'avais besoin de la recette. J'avais pas cette, encore une fois, je suis pas hypersensible, j'avais pas du tout cette problématique des émotions. Donc, j'avais pas besoin de me pardonner, j'avais pas besoin de me sentir plus légitime. Tout ça, c'était pas mon problème. Mon vrai problème, c'était de comment faire. Et quand j'ai compris tout ça, je me suis dit, ah, super, j'ai enfin de meilleures stratégies pour le futur. Et ça m'a ouvert des portes. Voilà, plus précisément. Pas mon pardon, non. Mais par contre, pendant longtemps, je me suis posé la question. Je sens qu'il y a quelque chose qui vient aussi de mes parents. Mais dans quelle mesure ils en sont responsables? Est-ce que j'ai tort de leur reprocher quelque chose? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai raison, c'était légitime? Pendant longtemps, j'ai pas su. Et aujourd'hui, je sais que j'ai rien à leur reprocher. Mais en même temps, je comprends pourquoi ça s'est passé comme ça. Et de comprendre, de faire la part des choses, et de vivre, ça permet de vivre beaucoup plus sereinement. Ouais. C'est intéressant que tu dises ça parce que justement il y a cette différence sur hypersensibilité par exemple entre toi et moi et justement alors, m'exprimer un petit peu mieux sur ce sujet. Alors le pardon, je dirais plutôt d'accepter la différence. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que je me suis dit dans ma tête, c'est vrai, légitimer. Je me suis dit, c'est pas ma faute, je suis né comme ça. Alors de toutes les façons, autant faire avec les meilleurs, je dirais la meilleure des façons que je peux le prendre, et justement de voir les meilleurs côtés de ça. Je l'ai pas décidé, c'est comme ça, c'est un fait. Maintenant, il va falloir que je fasse avec la meilleure, je dirais, facette de cette situation. Mais du coup, ça m'a aussi libéré d'essayer toujours d'essayer de rentrer dans le moule. Je suis différent, c'est un fait. C'est assez marrant et je pense que toi qui regardes aussi cette vidéo, tu peux aussi peut-être, si t'as cité personnalité aussi, ou pas, mais j'irai avoir ce ressenti, c'est que je me disais toujours, j'essaye effectivement de ressembler aux autres. Parce qu'il y a ce besoin, effectivement, la seule chose qui arrête l'homme, c'est la peur, et la peur de la mort et après la peur de l'abandon, donc le rejet de la société. Ça, c'est mon ressenti par rapport à ça. Ça veut dire que toi, Florian, tu penses à la même chose que ce que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais effectivement ce rejet. Je dirais que j'avais vécu et du coup j'avais envie d'être comme les autres, donc ce fameux caméléon qu'on essaye en permanence de ressembler aux autres et l'idée c'est que c'était des batailles, mais des batailles et des batailles, d'essayer à chaque fois de rentrer dans le moule, à chaque fois. Et là, un jour, on te dit, bah non, c'est terminé, la guerre, elle est finie, c'est terminé, t'as perdu, tu ne seras jamais comme les autres. Un point, c'est tout. Donc maintenant, il va falloir que tu arrêtes la guerre, là. Les batailles, c'est terminé. Maintenant, tu vas apprendre à assumer ton rôle. Tu es différent, mais il y a des bonnes et je dirais des choses plus difficiles. Mais les choses plus difficiles, tu peux les rendre plus allégées et voir surtout le bon côté de cette facette et comment tu peux gérer, t'intégrer parmi ce monde tout en restant différent. Et c'est là où finalement j'en arrive à dire cette légitimité plutôt d'accepter ma position en me disant en fait elle est super ma position, il suffit simplement que je la comprenne et voilà, c'est plutôt donc ce pardon d'avoir voulu, je dirais peut-être aussi être comme les autres et du coup que c'était pas forcément je dirais pas vocation mais un petit peu mon chemin. Qu'est-ce que tu penses? Effectivement, c'est des problématiques que j'ai pas du tout eu, d'avoir me pardonner moi-même, mais par contre, je comprends parfaitement, et ça, c'est typiquement une des différences qu'il y a entre l'hypersensible et le pas hypersensible. C'est que moi, cette partie-là, elle a été vraiment très directe et très linéaire, pas du tout marquante comme toi, tu as pu la vivre. Et je savais depuis le départ que j'étais pas comme les autres, et je savais depuis le départ
que j'en avais rien à faire en fait. C'est pour parler encore plus franc, j'en ai rien à foutre d'être différent ou pas différent. C'était pas du tout. C'est pas mon objectif. C'était pas d'être comme les autres. Mon objectif, c'était d'arriver à des objectifs donnés, d'arriver à quelque chose de précis. Par exemple, que ce soit avoir des clients, avoir des amis, avoir une copine. Ça, j'avais besoin du comment. Comment on fait pour avoir ça? Moi, je veux ça. Je m'en fous d'être différent. Je veux ça. Et donc, quand j'ai trouvé comment faire obtenir ça, j'ai obtenu ça, j'étais content. J'ai pas besoin de me dire, ah super, je suis plus différent ou je suis différent. Je m'en foutais d'être différent ou pas différent. Tu vois, ça pour le coup, c'est à la limite, je vais faire une parenthèse, c'est quelque chose qui viendrait peut-être plus de mon père, qui lui a toujours été un rebelle dans l'âme. Donc tu vois, il a toujours grandi il a toujours un rebelle dans l'âme. Il vient de parcours militaire, c'est ça qui est bizarre, mais c'est quelqu'un de très. Une toute petite parenthèse, mais juste dans le militaire, on peut penser que c'est très rigide, ce qui est le cas, mais on peut aussi penser que à l'intérieur d'un cadre, tu as toute ta liberté. C'est-à-dire que, étant donné que c'est hyper codifié, comment tu dois te comporter à l'armée, tu sais ce que les autres attendent de toi, ça demande zéro compétence émotionnelle, tu obéis, tu fais ça, et tout ce qui est à l'intérieur du cadre, tu peux faire ce que tu veux à l'intérieur des limites du cadre. Et c'est pour ça que les gens qui sont parfois des fortes personnalités, paradoxalement, ils fonctionnent très bien à l'armée. Et donc, bref, mon père vient de ce parcours-là, et donc après l'armée, donc j'ai toujours grandi dans un environnement où c'était parfaitement normal d'être complètement différent des autres. Et donc j'ai jamais eu ces problématiques-là. Pour moi, c'était normal d'être différent, tu vois. C'est pas. Mais par contre, de pas savoir comment, ça c'était ennuyant, quoi. Et c'est pour ça que j'étais content d'apprendre comment on fait comment. C'est super intéressant parce que là, on peut clairement voir, je dirais, le contraste et je dirais les différences justement de cette hypersensibilité. Ce qui est top parce que du coup, en fait, on est légitime sur les deux, je dirais, aspects, chacun de notre différence et surtout toi qui regardes cette vidéo, tu peux avoir cette hypersensibilité ou pas. Ce qui ne veut pas dire, comme Florian, que tu n'es pas forcément justement surefficient et qu'il y a beaucoup de choses aussi où tu as cette différence. Donc le plus important, c'est que oui, il y a des différences, comme l'a si bien dit Florian, identifie celle qui correspond exactement. Et comme tu as dit, c'est rare que ce soit l'ensemble, mais c'est, je dirais, assez souvent que ce soit plusieurs. Donc identifie au max pour pouvoir aller te renseigner sur chaque point, pour te permettre aussi de connaître un maximum comment tu fonctionnes, pour pouvoir également après, je pense que ça tu seras très à même de le dire, de t'entourer des bonnes personnes. C'est ça, s'entourer des bonnes personnes, c'est le mot de la fin, c'est le plus important, c'est ce qui permet de grandir et de s'épanouir dans un cadre le plus approprié, parce qu'on sous-estime énormément l'influence de l'entourage. Et je veux dire, en tout cas, quand on n'a pas encore l'habitude de se poser la question de qui on met. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis extrêmement vigilant avec à qui je parle et qui je laisse m'approcher. Parce que justement, si je laisse m'approcher des personnes qui n'ont pas les connaissances pour savoir ce qui est important pour moi, ou en tout cas que j'ai pas besoin de leur expliquer longuement comment je fonctionne, c'est voilà, c'est pour ça que je te laisse m'approcher, et c'est pour ça que je laisse pas forcément m'approcher n'importe qui, parce que sinon ce serait trop fatigant et trop long. Je te remercie. Ce sera effectivement, comme tu dis au mot de la fin, je te remercie, beaucoup de gratitude pour ce temps que tu as passé, je dirais, à mes côtés et aux côtés effectivement de toi qui regarde cette interview. Je peux te dire que ça a été du travail d'approcher effectivement Florian pendant toutes ces années en prenant le temps et effectivement de respecter justement aussi son besoin aussi de rester aussi toi dans tes objectifs aussi, mais également justement voilà de garder à distance pour que on se respecte chacun sur nos chemins. Ça, c'est aussi une chose pour toi qui regarde cette interview. C'est important de respecter chaque personne autour de toi en fonction de ses objectifs. Et ça, je pense que c'est vraiment une marque de respect importante dans la vie. C'est comme ça que je pense qu'aussi on transmet l'amour. On n'est pas là pour étouffer, mais on est là pour respecter chaque personne à chaque position, les écouter, les comprendre et après faire en fonction de ce qu'on a envie. Et on est deux, on est plusieurs, on n'est pas seul. Donc ça, c'est important. Donc le mot de la fin, finalement, Florian, c'est de bien s'entourer. C'est bien. Ah oui. L'entourage, le plus important, un des éléments les plus importants dans l'épanouissement personnel et la paix et la sérénité que tu peux avoir dans la vie de tous les jours. Merci Florian. Et merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Interview. Et qui dit, peut-être qu'on reviendra sur des sujets plus particuliers dans l'avenir, tranquillement, doucement, comme on l'a dit. Merci. Avec plaisir.
Allez, on arrêtera là.